bien, bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Chose promise, chose due. Rendez-vous pris, rendez-vous honoré. Voici Salomé. Salomé avec moi. Merci Salomé d'avoir accepté mon invitation. Comment Merci, vas-tu? ça va très bien. Merci Marie-Odile et bonsoir à toute ta communauté de m'accueillir. J'ai vu quelques mots dans le chat avant d'arriver et merci pour votre accueil. Alors Salomé, avec toi aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va surtout parler de toi. Et moi, j'aime les rencontres et j'ai eu envie de te rencontrer. Je vais raconter un peu le contexte. Je me suis intéressée à l'alimentation cétogène il y a quelques mois de ça. Et donc, j'ai cherché à en savoir un petit peu plus. Et évidemment, YouTube a été une source d'information majeure pour moi. Et j'ai fait la rencontre de ce que tu proposes et des vidéos que tu proposes. Et au-delà du contenu que j'ai entendu, j'ai tout de suite flashé sur ta personne. Je peux dire, j'ai reconnu ton être. Donc, je sais pas, on va essayer de voir sur quoi ça s'appuie, parce que je pense qu'il y a il y a des choses qui m'ont fait vibrer en t'écoutant. Et ben, je t'ai proposé pour ça de faire une émission ensemble ce soir. Et je te remercie vraiment d'avoir accepté. C'est un Et donc, honneur. toi, avec toi, on va pouvoir parler d'alimentation cétogène, on va pouvoir parler de naturopathie, on va pouvoir parler de sophrologie, on va pouvoir parler aussi du syndrome d'Asperger. Alors moi, je trouve que ça, c'est un menu absolument formidable. Est-ce que tu veux bien commencer par nous dire quelque chose de toi qui permette à nos auditeurs de te connaître un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, donc, je suis Salomé Sellouk, j'ai 35 ans. Je suis naturopathe sophrologue depuis 2018. Et on va dire que jusqu'à 2018, ça a été une errance pour essayer de coller à l'aspect tellurique et sociétal de notre société, de notre histoire, où je me suis bagarrée pour me trouver une place dans ma famille, une place dans la société, un métier, gagner de l'argent, rendre fiers les autres avant moi. Et c'est à la suite du décès de... Et là, je vais devoir juste étayer pour qu'on comprenne. J'ai grandi avec deux mères. Non pas que j'avais deux mères dans un même foyer, mais que mes parents se sont séparés et que j'ai eu la chance de vivre avec une belle-mère qui m'a aimée comme sa fille, que j'ai connue dès ma naissance, et évidemment grandir avec une mère qui m'a aimée comme sa fille, puisque je suis sa fille. Et j'ai eu la chance d'avoir ces deux personnalités, mais en fait, euh, mon Asperger, et c'est ce que j'analyse aujourd'hui, c'est que m'a sans cesse fait sentir que j'étais de trop parce que j'avais l'impression de ne pas faire partie de ce monde. Donc j'essayais de vivre ma vie de Salomé Sellouk sur Terre à travers une mère et à travers une autre. Et quand j'étais chez l'une, j'étais bien avec l'une, et quand j'étais chez l'autre, j'étais bien avec l'autre. Mais dès que j'étais plus avec l'une des deux, c'était crise d'angoisse, vomissement, anorexie, automutilation, crise d'hystérie. C'était vraiment un mal-être profond. Donc toute ma vie, jusqu'à 2018, même avant, mais quelques années avant, c'était un déchirement de me séparer d'une de mes mères pour aller vers l'autre et inversement. Donc j'ai cherché ma place là-dedans, je me suis bagarrée pour coller à ce que la société attend de nous, jusqu'à ce que l'une de mes mères décède. Et lorsqu'elle est décédée, mon monde s'est effondré. Plus aucun J'imagine. équilibre. J'imagine, Et parce que là, tu avais l'expérience de ce manque quand tu n'étais pas avec l'une d'elles, et donc là, tout à coup, c'était un manque, alors on va dire avec des guillemets, définitif. alors oui, et je sais que j'ai même, j'en entendais crier à l'intérieur qu'elle était partie avec ma vie. Son regard n'étant plus porté sur moi, je n'existais plus, je n'avais plus de raison d'être et je n'avais même plus le droit d'être. C'est-à-dire que même s'il me restait une mère sur Terre, la disparition de l'un de mes deux piliers a voulu que je disparaisse. Je ne trouvais plus de raison de vivre en fait. Et ce choc traumatique m'a poussée évidemment vers la mort, puisque j'ai fait 7 années d'anorexie où j'ai failli frôler la mort plusieurs fois. Mais en fait, c'est ce que je comprends aujourd'hui sur mon chemin spirituel, c'était pour me confronter à qu'est-ce que je suis vraiment et pourquoi je suis sur Terre. Et je pense même aujourd'hui encore que si que j'appelle petite mère, parce que ma maman qui est décédée, c'est pas ma maman biologique, c'est ma belle-mère. Mhm. Et si elle est décédée, pour moi, en fait, c'était pour me laisser grandir. Sauf qu'au départ, c'était un abandon. Mais aujourd'hui, j'ai compris, en fait, qu'elle est partie pour me laisser grandir. Et c'est depuis son décès
que je me suis enfin connectée à moi, mais c'est surtout avec l'alimentation cétogène qui a remis en place mes pensées d'anorexie, mes anxiétés, oui, liées à l'Asperger en fait. Donc il y a vraiment un combat qui a été fait entre vouloir exister dans les yeux des autres et chercher à se reconnaître en soi sans se connaître, puisque je n'ai su que j'étais Asperger que lorsque j'ai eu 29 ans. Et ma petite mère est décédée, j'en avais 26. Donc, toute ma vie, jusqu'à mes 29 ans, je me suis rendu compte que je me fourvoyais sur ma propre identité. Et c'est pour ça que je vivais à travers les autres, à travers mes mères. Et c'est même étrange parce que j'ai eu très peu d'amis dans mon enfance. Je ne me sentais bien et en sécurité qu'avec une figure maternelle. Et aujourd'hui, je vis enfin pour moi-même et grâce à Cétogène. La dépendance affective est dangereuse car les êtres ne sont pas éternels. Et c'est en cela que quand tu dis que à travers ta rencontre avec moi-même et Cétogène, tu as vu ma spiritualité, tu m'as vu mon esprit, c'est qu'en fait, je suis qu'un avec Cétogène. Et ça peut paraître étrange, et certains ils peuvent dire même que je suis gourou, mais en fait, je ne l'impose à personne. Mais moi, ma relation avec l'alimentation cétogène, c'est une fusion. Grâce à Cétogène, je suis plénitude, je suis gratitude, je suis sérénité et je suis joie de vivre, que je n'étais pas de toute ma vie. Je pense qu'il faut du véganisme et du carnivorisme pour pouvoir comprendre les différentes déclinaisons et le camailleux d'alimentation qui existent aujourd'hui. Donc, ça peut heurter certaines personnes de parler d'alimentation carnivore, mais c'est parce qu'on a tendance à penser que le carnivorisme, c'est un peu du barbarisme. C'est ne pas penser au bien-être de l'animal ou surconsommer. Chose que ce n'est pas. Dans une alimentation santé et donc dans de la naturopathie, le centre de l'attention, c'est toujours la santé de la personne. Et je sais qu'une alimentation riche en viande de mauvaise qualité ou en trop grande quantité va forcément abîmer la santé de la personne. Donc, à partir du moment où on base le curseur sur la santé de la personne, on ne peut pas faire d'erreur et on va naviguer dans ce labyrinthe alimentaire jusqu'à trouver son propre chemin. J'aimerais bien que tu nous expliques justement comment le cétogène te remet avec ta nature spirituelle. Parce que ça, il y a quelque chose là, tu l'as dit assez rapidement, mais est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, bien sûr. Pourquoi le cétogène me ramène à ce que je suis profondément? C'est si je m'arrête à ce que je suis, que je sais maintenant depuis que j'ai 29 ans, je suis Asperger. Asperger a tendance à l'anorexie parce que l'anorexie, oui, c'est une maladie, mais ça reste quand même un pan de personnalité. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à restreindre. Je vais avoir tendance à étouffer. Aussi bien étouffer lorsqu'on me donne trop d'amour qu'étouffer lorsque mon assiette est trop pleine, étouffer lorsqu'il y a trop de lumière, étouffer. C'est de l'hypersensibilité. Et donc, moi, je cherche à restreindre. L'anorexie, c'est exprimer sa souffrance à travers son assiette.
ça n'a rien à voir avec le poids, en fait. Donc, l'anorexie, c'est vraiment se déchirer à chaque fois qu'il faut passer à table. Et malheureusement, à un alcoolique, on peut lui retirer l'alcool. À un anorexique, on est obligé de le mettre face à son assiette et face à son assassin. Parce qu'on meurt un petit peu plus après chaque repas. L'anorexie est une maladie et que m'entendre dire que grossir était mauvais, c'était une maladie. C'était pas la réalité. Et qu'en fait, plus je prenais du poids et plus je gagnais de la force face à la maladie et moins l'impact du poids était fort jusqu'à ce que je me dise, mais oui, je suis heureuse d'avoir pris ces quelques grammes ou ce kilo ce mois-ci. L'alimentation cétogène, d'un point de vue matériel, permet de se nourrir de l'essentiel en un minimum de quantité. C'est-à-dire que je peux avoir une noix de viande dans mon assiette et une quantité de beurre adéquate à ma satiété. Ça ne prendra jamais assez de place dans mon corps pour que ça m'étouffe. Ah, d'accord. Ok. Et ça, pour moi, ça m'a sauvée. Parce que je ne sais pas manger des grandes quantités. Et si on veut me nourrir convenablement sans me carencer, il faut forcément m'amener de la densité nutritionnelle. Et l'alimentation cétogène, il n'y a pas mieux. Et aujourd'hui, je suis même en carnivore, c'est-à-dire que j'ai éliminé toutes les sources de végétaux. Végétaux qui sont inutiles dans mon cas, qui ne font que prendre de la place, selon moi, et en m'angoisser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je peux ôter quelque chose de mon assiette, je suis plus heureuse. Tu n'as pas d'affinité avec le fait de manger? C'est toujours comme ça? Tu n'as pas d'affinité avec ça? C'est un devoir pour toi que de manger? Ça l'a été. Pendant très longtemps, ça l'a été. Aujourd'hui, ça l'est également. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je passe à table, je sais que c'est pour mon corps et pour mon esprit, et non pas pour me faire plaisir, mais j'ai l'avantage de me faire plaisir. Je trouve que c'est incroyable parce que l'alimentation cétogène répond à ce besoin de se nourrir pour survivre sans s'étouffer, et en même temps répond à ce plaisir gustatif de la viande et de la graisse et du sel. Ouais, mais là, donc progressivement, en fait, tu t'es, on peut dire, réconcilié avec le fait d'avoir un corps, réconcilié, et tu as vraiment choisi d'honorer ta présence sur la terre et de trouver le sens que cette présence pouvait revêtir. Oui, et le mot réconcilier, d'avoir un corps, c'est réconcilier, c'est m'excuser auprès de mon corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pris conscience, et ça je le dis souvent en consultation, votre corps n'est pas un véhicule. Absolument. Votre corps, c'est votre moitié, en fait. Et à chaque chose que vous devez faire dans votre vie ou mettre dans votre bouche, vous devez demander à ce corps si ça lui convient. Et il va vous répondre soit par une crispation si c'est un non, donc du stress, crispation, maux de ventre, maux de tête, constipation. Soit il répondra avec un relâchement si c'est un oui. Et ça peut être aussi bien ce qu'on mange que avec qui on vit, que le travail qu'on fait. Il faut être en symbiose avec son corps parce que sans lui, on n'est rien. Et la preuve, c'est que à cause de mon corps, je m'étouffais à l'intérieur de lui. Sauf qu'en lui donnant la force de tousser, bah, je ne souffre plus, en fait. Justement, comment tu as découvert cette dimension spirituelle, toi, dans ton parcours? Bah, comme je te l'ai dit, j'ai tellement fait la guerre à mon corps que j'ai dû l'écouter parce qu'il me faisait trop souffrir. Donc, c'est par la souffrance que je me suis reconnectée à lui. Par exemple, tout au départ, la sensation de faim me créait des crises d'angoisse. Avoir faim, pour moi, c'était une douleur horrible. J'avais peur d'avoir faim. Et quand j'avais faim, je souffrais. Jusqu'à ce que mon corps ait moins faim, tellement il avait été affamé, pour seulement me dire « Hé, j'ai faim ». Mais avant, c'était des cris, en fait. Donc, j'avais pas le choix. C'est comme si vous avez quelqu'un dans la tête qui vous criait des mots. Si vous l'écoutez pas, il criera plus fort. Donc, j'ai été obligée de me reconnecter à mon corps. Sinon, c'était une vie innommable sur Terre. Et à force de me reconnecter à lui et d'apprendre à l'aimer pour le rassurer, l'apaiser et pour me faire pardonner de tout ce que je lui ai fait, bah, au final, j'en suis tombée amoureuse. Je trouve ça tellement beau que tu le dises comme ça. Tellement beau. En fait, on est tous de passage ici et sans le corps, en fait, on est du vent. Et tant que notre heure n'est pas venue, on n'a pas à vouloir quitter ce corps, en fait. C'est de la lâcheté, en fait, de vouloir le quitter. Et le monde d'après est pire si on le quitte trop tôt. Et donc, j'ai enfin compris que le pire n'était pas l'anorexie, mais c'était ce qui viendrait après cette donnée, la mort de l'anorexie. Donc, il me fallait partir dignement, tout comme ma petite mère l'a fait. Elle est partie après son 5e cancer,
Elle s'est battue, elle y a cru jusqu'au bout. Et j'ai pas le droit de partir par volonté alors qu'elle, elle désirait rester. Je Mhm. dois Mhm. honorer ce corps, honorer la vie qu'elles m'ont transmise, l'une spirituellement, l'autre biologiquement, et partir quand ce sera mon heure et que j'aurai achevé ma mission. Et ma mission, et c'est en ça que cétogène, c'est plus qu'une alimentation pour moi, c'est de, grâce à cette alimentation, j'aide les gens. Et pas qu'en cétogène, mais grâce à mon alimentation, je suis pleinement disponible pour autour de moi, pour les gens autour de moi. Qu'est-ce que tu dis à la personne qui vient te voir? Alors déjà, je n'omets jamais le fait qu'une personne qui vient en alimentation cétogène est forcément quelqu'un qui est passé par tous les régimes de la planète et les jeûnes. Donc je sais que c'est quelqu'un qui se restreint et qui se base sur les calories. Du coup, quand tu te bases sur les calories pour perdre du poids et que tu suis la tendance des alimentations hypocaloriques, forcément, tu meurs de faim. Les troubles du comportement alimentaire, dans la majorité des cas, évidemment, c'est pas mon cas. Mon anorexie n'a rien à voir avec un trouble du comportement alimentaire issu de la perte de poids. Moi, c'est vouloir mourir. Ça n'a rien à voir. Mais je sais que dans C'est la important. Je te propose vraiment qu'on l'entende, ça. C'est pas du tout la même chose. Ah non, Effectivement. dans l'anorexie, il n'y a pas de quête de minceur. Il y a de la quête de destruction. C'est ça. C'est On ça. n'essaie pas de plaire. On essaye d'avoir moins mal ou on essaye de disparaître. Il C'est n'y a ça. jamais une notion de maigreur et de minceur. Par contre, on a besoin de signes qu'on est bien en train de souffrir ou de mourir à travers les os. Est-ce que je suis toujours vers la mort? Oui, alors ça me rassure. Les gens qui viennent en alimentation cétogène, c'est des gens qui ont faim, c'est des gens qui sont carencés. Et c'est souvent des gens qui ont une résistance à l'insuline parce qu'il y a eu une surconsommation de glucides. Puisqu'à partir du moment où on enlève les graisses et où on enlève les protéines, ben, il ne reste plus que les glucides à consommer. Donc les gens consomment soit des salades, soit des fruits. Et généralement, du coup, ils prennent du poids parce qu'ils déclenchent une résistance à l'insuline. Donc forcément, moi, quand j'entends quelqu'un me parler de troubles du comportement alimentaire ou de perte de poids, eh ben, je vois insuline. Donc il faut réduire la sécrétion d'insuline pour perdre ce poids. Et il faut nourrir le cerveau de graisse pour cesser ces obsessions alimentaires. Donc forcément, je m'oriente vers du low carb et du cétogène, voire du carnivore pour ceux qui ont un intestin qui est à réparer. Ce qu'elle a rencontré dans sa vie, quels sont ses objectifs, mais surtout ce qu'elle cherche vraiment. J'ai des personnes qui savent même pas ce qu'elles veulent. Ou en tout cas, elles arrivent en disant je veux perdre du poids et pendant toute l'anamnèse, elles n'ont fait que me mentionner qu'elles n'en pouvaient plus de ci, de ça, du stress ou que leur maman les avait fait ça. Enfin, et au final, je vois bien qu'il y a une dimension beaucoup plus spirituelle que la perte de poids qui est très matérielle. Et à travers ça, ensuite, bah, je réponds sur ce vers quoi on va. Qu'est-ce que tu veux conserver dans ton alimentation sur les aliments qu'aujourd'hui tu ne peux pas te séparer pour que moi je puisse travailler autour. Je prends une terre qui est brute, un diamant comme je les appelle tous, et je viens la tailler sur mesure pour la faire briller en fait. Et je viens dessiner l'alimentation qui pourrait correspondre. Évidemment, je parle au subjonctif parce que je ne suis pas devin malgré tout, mais j'essaye de faire de mon mieux pour lire et décrypter les besoins psychiques et physiologiques du corps pour pouvoir guérir ces troubles du comportement et guérir ce trouble métabolique. Une des questions, c'est est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est quelque chose, une diète qu'on fait pendant quelques temps pour atteindre un objectif? Ça va dépendre, il n'y a pas de réponse. Ça peut être transitoire. Il y a des gens qui ont besoin de passer vers cétogène pour se défaire d'addiction au sucre, pour éliminer une résistance à l'insuline, pour limiter une porosité intestinale, pour travailler aussi sur leur comportement de surconsommation et de revenir sur quelque chose de plus essentiel. Puisqu'il ne faut pas oublier que l'alimentation cétogène, c'est l'alimentation de notre histoire, des hommes préhistoriques et des Homo erectus, de notre passé. C'est notre alimentation. Nous étions en cétose la plupart du temps. Donc, on peut de manière transitoire venir faire une espèce de détox du sucre et de la société de consommation qu'on veut aujourd'hui. Alors, quand je dis une cure, je parle de 6 mois, 1 an, je parle pas de 2 mois. Il faut quand même se confronter à l'alimentation cétogène, comme on peut décider d'en faire sa vie. Puisque moi, c'est un mode de vie. Oui, exactement, c'est un mode de vie. Mais en fait, c'est même pas pour moi, parce que alimentation cétogène, ça veut dire qu'on vise la cétose. Ça veut dire qu'on va chercher à cesser de brûler du sucre pour fonctionner et brûler des corps gras qu'on appelle corps cétonique une fois transformé en cétone. Mais l'assiette ne suffit pas. C'est-à-dire que si tu manges alimentation cétogène, faible en glucides, mais que tu es tout le temps devant les écrans, que tu te couches tard, que tu bouges pas, que tu es sous les lumières bleues, que tu stresses, tu seras jamais en cétose. Donc, en quoi cette alimentation m'a aussi sauvée? C'est qu'elle m'a ramené dans le droit chemin.
elle m'a fait cesser de jeûner, elle m'a fait cesser de manger que la nuit, elle m'a poussé à aller voir le monde extérieur, de prendre la lumière du soleil, parce que sinon je ne pouvais pas être en cétose. Donc c'est pour ça que c'est un mode de vie, parce que si tu veux un objectif qui est la cétose, tu es obligé de toucher à toutes les sphères de la naturopathie. En alimentation cétogène, il y a une obligation, alors c'est une question, donc on va voir comment tu réponds, obligation à calculer les nutriments qui sont apportés dans la journée. Alors, oui, mais calculer, mais dans la compréhension. C'est-à-dire qu'avant de se lancer en alimentation cétogène, il faut comprendre où sont cachés les glucides et que du coup connaître les aliments qu'on va pouvoir consommer sans peser. Les aliments qui de toute façon nous feront rester inférieurs à 20 grammes de glucides. Donc c'est pas une histoire de devoir peser, de devoir se restreindre sur les quantités. C'est connaître les aliments cétocompatibles. On dit cétocompatibles parce qu'ils vont apporter un minimum de taux de glucides aux 100 grammes, avec ceux qui ne sont pas tolérés, parce que 100 grammes te ferait largement sortir de cétose. Donc c'est juste reconfigurer un peu sa liste de courses. Ok, dans cette alimentation, quels sont les aliments auxquels j'ai droit sans calculer? Alors je dis sans calculer, on n'est jamais sans vraiment calculer. C'est-à-dire qu'on sait quand même que les sources de glucides en alimentation cétogène resteront de la décoration dans l'assiette. Les sources de végétaux, ce sera une touche de couleur dans l'assiette et pas une assiette pleine. Un petit peu exploré le monde du cétogène pendant quelques mois, je me suis rendu compte qu'il y avait diverses religions en la matière. Il y a ceux qui excluent les végétaux, il y a ceux qui mangent de la soupe le soir, il y a ceux qui... Enfin bon, j'ai vu toutes sortes de choses, parce que dans les vidéos que j'ai pu regarder, bon, moi j'ai regardé Salomé, mais j'en ai regardé d'autres aussi, et donc il y a une variété telle, et d'ailleurs je me souviens que tu as fait une vidéo là-dessus en disant, oh là là, attention à la dispersion là dans les méthodes cétogènes, parce qu'il y a plein de choses différentes. Alors quel est ton point de vue sur la chose? Alors la première chose, et ça j'aime cette phrase et je le dis souvent, c'est qu'il y a une alimentation cétogène par personne. Donc c'est normal qu'il y ait une disparité d'alimentation cétogène. D'accord. La mienne ne sera jamais celle de mon voisin, ça c'est sûr. Bien. Et quand tu parlais de ma vidéo que j'ai fait sur le cherry picking, sur le fait d'aller ça s'appelle comme ça. À gauche, je disais pas que c'était mal d'aller faire ça. Je disais ce qui était mal, c'était de prendre une information et d'en faire une vérité, de chambouler son alimentation. Et ensuite d'en entendre une autre et de chambouler son alimentation. Et de pas dire, ok, j'entends ça, comment ça résonne en moi, comment je vais le tester, à quelle fréquence, à quelle rapidité, qu'est-ce que j'en attends, qu'est-ce que j'en attends pas. C'est juste avoir conscience que ce changement va impacter quelque chose chez soi. Et c'est pas parce que ça a été dit que c'est une vérité. Ça a été dit, donc c'est une possibilité à mettre en place chez soi, à valider ou à réfuter. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait plein de façons de faire. C'est normal, en fait. Comme je t'ai dit, il y a une façon. Oui. Moi, il n'y a pas de végétaux, c'est comme ça que je me sens bien. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas ne pas faire sans végétaux. Ils ont besoin de la pluralité, de la diversité, du volume. Et en fait, c'est OK à partir du moment où ça répond à leur capacité enzymatique, à partir du moment où ce qu'ils consomment les maintient en cétose. Est-ce que l'alimentation cétogène peut être adaptée à des personnes qui ont besoin de volume, qui ont été habituées, je ne sais pas si c'est un besoin, ou en tout cas qui ont cette sensation qu'il leur faut une grosse assiette pour pouvoir survivre? Je dirais que je vais répondre cash, non, ce n'est pas adapté, puisqu'il y a quand même une restriction de ce qui est volumineux. Ce qui est volumineux, c'est les végétaux. Oui. Les fibres, et on n'a pas le droit non plus de manger des quantités astronomiques de viande. Donc, ça restreint. Mais l'alimentation cétogène a pour but de guérir des troubles du comportement alimentaire. Donc, pour moi, quand on s'engage dans une alimentation cétogène avec ces troubles du comportement de besoin de volume, il faut accepter qu'il y ait des étapes et qu'au départ, on mange des aliments faibles en glucides, sans calculer, sans chercher la cétose. Et qu'avec le temps et la consommation d'aliments sains, de protéines, de graisses et de végétaux, on va aller doucement vers la guérison, la réparation et vers des assiettes qui ressemblent réellement à nos besoins et non plus qui sont soumis à des carences émotionnelles et nutritionnelles. C'est ça.
Alors, il y a une autre question que j'avais envie de te poser aussi, c'est la communauté keto, parce j'ai l'impression il y a des réseaux, il y a des gens qui travaillent ensemble. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Ben, c'est une formidable communauté de personnes qui ont souffert toute leur vie avec leur poids et leur alimentation. Parce que quand tu finis en cétogène, c'est que je le disais tout à l'heure, c'est que tu es passé par des chemins, c'est que tu as rencontré la maladie, c'est que tu as rencontré le trouble du comportement alimentaire. Donc c'est une communauté bienveillante, à l'écoute des autres, en quête de reconstruction et de réparation. Et moi, je l'appelle les yogis. Les yogis, c'est quelqu'un qui va essayer de lier son passé démoniaque, le regard qu'il porte sur son corps et sur son assiette et sur ses faits et gestes, avec ce qu'il voudrait voir. Et il utilise l'alimentation, il utilise ses pouvoirs sur le métabolisme pour rallier corps et esprit. Ce chemin que j'ai fait et que j'en suis ravie aujourd'hui, donc c'est plus qu'une communauté, les gens de cétogène. Et je ne parle pas de la mienne. Les gens qui s'engagent dans le cétogène à court ou long terme, peu importe le temps, c'est des gens qui ont déjà compris qu'il y avait du changement et qu'il fallait changer de direction et que ça en était terminé de se frustrer et de se restreindre. Quelqu'un qui te demande si tu connais les génomes. Oui. Alors, les génotypes, il y a un grand débat en ce moment qui fait rage sur l'alimentation cétogène. C'est que si on était ApoE4, on a tout intérêt à éviter l'alimentation cétogène parce qu'on a tendance à faire beaucoup plus de cholestérol. Mais lorsqu'on pense comme ça, c'est qu'on estime que le cholestérol est dangereux pour la santé et qu'il est risque de maladies cardiovasculaires. Mais c'est dans ce cas-là, c'est une vision réductrice de la maladie cardiovasculaire qui est la résultante d'une inflammation et sur laquelle un pompier appelé cholestérol vient réparer les plaies. Mais si tu n'as pas d'alimentation inflammatoire, même avec ton taux de cholestérol, tu n'as pas de danger. Moi, aujourd'hui, j'ai 10 grammes de cholestérol dans le sang. Donc, j'ai 10 fois la dose qu'il faudrait selon les médecins. Je n'ai aucun souci cardiovasculaire et j'ai fait les analyses poussées pour le savoir, tout simplement parce que je ne suis pas inflammée. Donc, que je sois à ApoE4 et que je risque d'avoir un cholestérol élevé, je ne risque rien si je ne suis pas inflammée. Si je suis ApoE3, je tolère mieux les glucides que les ApoE2, mais je tolère bien aussi cétogène. Et si je suis ApoE2, j'ai tout intérêt à être en alimentation cétogène. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ceux qui sont ApoE4, vous aurez toujours plus de risques de souffrir de maladie d'Alzheimer sans suivre l'alimentation cétogène que de rencontrer une maladie cardiaque. Donc moi, je pousse tout un chacun, en son âme et conscience, de s'orienter vers une alimentation réduite en glucides, peu importe son génotype. Je ne parle pas forcément de cétogène. Je dis juste de ne pas décider que les glucides sont la base de son alimentation. Le commentaire de Océange qui dit « Merci Salomé de bousculer nos habitudes alimentaires. Ça perturbe d'entendre certaines de tes connaissances et expériences. C'est dans l'air de se mettre en question sur ce que je crois vraiment. » Et je crois que c'est pour ça que j'ai aimé faire l'expérience du cétogène. C'est parce que justement, ça bousculait toutes les croyances et que finalement, une expérience nouvelle, moi je trouvais que c'était tout à fait passionnant. Mais en fait, moi, je crois que j'ai été destinée à l'alimentation cétogène parce que j'ai toujours cherché ma place ici et je me suis toujours demandé ce qu'il fallait manger. Et au final, je mange ce que tout le monde me dit de ne pas manger et j'ai jamais été aussi heureuse. Donc, j'ai enfin trouvé ma place et elle est en dehors du cadre. Alors justement, de ton point de vue, avec ton regard, quelle est la relation de l'alimentation cétogène avec le monde médical, ou quel regard le monde médical officiel, je parle de la médecine officielle, porte-t-elle sur l'alimentation cétogène? Je pense que la majorité des médecins estiment que c'est un trouble du comportement alimentaire, puisque moi, on me dit que ça prolonge mon anorexie, que j'agisse comme ça. J'ai jamais été aussi bien dans mon esprit et dans mon corps que depuis que je suis en cétogène. Mais surtout que tant qu'on n'a pas... que le fait de ne pas décider de vivre un peu de tout de manière équilibrée, on ne peut pas être en bonne santé. Donc, pour la majorité des médecins, cétogène, c'est une ineptie. Évidemment, puisqu'en plus, ils n'ont même pas le droit de nous pousser à manger de la graisse. Mais il y a quelques récalcitrants qui décident que c'est une bonne idée, mais par contre, ils font profil bas parce qu'ils sont sous l'ordre de l'ordre des médecins. Et donc, c'est quoi les grandes réussites de l'alimentation cétogène sur un certain nombre de pathologies? Tu en as parlé tout à l'heure un petit peu, mais tu dirais les 5 diabètes, diabète de type 1, diabète de type 2, donc l'obésité, le syndrome métabolique, le diabète de type 3, qui est Alzheimer, le diabète de type 4,
qui est l'arthrose, et le diabète de type 5, qui est le SOPK. Donc déjà, ces pathologies-là couvrent tellement de choses. Après, on va beaucoup avoir l'hypothyroïdie aussi. On va avoir une thyroïde qui fonctionne trop fort par un trop grand apport de sucre et donc un stress surrénalien. On va avoir évidemment tous les troubles autistiques, comme je l'ai dit, au niveau du cerveau. On va avoir tous les problèmes de peau, les maladies auto-immunes, type les lupus, les polyarthrite rhumatoïde. Je peux te sortir toutes les pathologies. Je dis pas que ça répondra à tous, mais je dis que c'est la voie. Il faut forcément remplacer les glucides par les graisses. Chacun sa dose, chacun est en cétose ou non, mais il va falloir forcément passer par la réduction des céréales raffinées et des fruits. Alors, une petite question sympathique, un petit peu qui pour grincer. Bonsoir. Que dire alors des enseignements d'Irène Grosjean et Thierry Casasnovas? Que je pense que chacun peut trouver son compte à un moment donné, parce que quand on sort d'une alimentation traditionnelle riche en produits raffinés et qu'on se retrouve dans l'alimentation d'Irène Grosjean ou de Thierry Casasnovas, on va forcément se sentir mieux. Parce que tout changement vers du produit brut est bénéfique. Mais lorsqu'on rentre dans un trop grand panel d'alimentation végétale, on finit par en oublier la place de l'animal. Et si on oublie l'animal, on s'oublie soi. Donc, je pense qu'on peut se lancer dans ce type d'alimentation pour essayer d'aller vers une transition plus douce à la sortie d'une alimentation traditionnelle délétère. Mais qu'encore une fois, je disais tout à l'heure, il ne faut pas trop s'élever et se désancrer et revenir et rester à la chair. C'est ça, c'est ça. Et chacun, là encore, va trouver ce qui lui convient. Et effectivement, parce qu'on disait ça souvent avec Christelle, qui m'a un peu branché qui m'a totalement branché sur l'alimentation cétogène à un moment. Elle disait aussi que la plupart du temps, on a une relation très religieuse avec le mode alimentaire qu'on choisit, et que donc il y a beaucoup d'intolérance quand on commence à discuter de méthodes alimentaires, mais on peut s'engueuler comme avec la politique, et c'est incroyable. Parce que ils avaient fait une étude où ils avaient fait parler des personnes de l'alimentation, et ils avaient mis des électrodes sur leur cerveau pour voir quelle partie de leur cerveau s'activait. Oui. C'était la partie de la personnalité. Ouais, parce que ça touche à la personnalité de l'alimentation. Et donc, on se sent blessé en son fort intérieur et non pas juste de ce qu'il y a dans son assiette. Et c'est assez logique. Regarde, pour moi, manger était un viol. C'est plus qu'un aliment. Et aujourd'hui, cétogène est plus qu'un cétogène et une alimentation pour moi. Donc, c'est pour ça que ça crée des... Mais c'est pour ça qu'entre personnes qui ne mangent pas de la même manière, il faut cette bienveillance, cette écoute. Il faut se mettre à la place de l'autre et écouter et être tolérant en fait à la parole. Je suis passée par du véganisme, je suis passée par du végétarisme, et donc je comprends ce que ces personnes ressentent, mais je me sens tellement bien aujourd'hui que j'ai envie de le dire, de me rejoindre. Et maintenant, quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'expérience de l'alimentation cétogène, qu'est-ce que tu conseilles, Salomé? Parce que moi, je sais que pour avoir un rendez-vous avec toi, il faut être patient. Oui. Alors, raconte-nous tout. Comment on fait quand on veut de l'aide? Parce que, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai, c'est que quand on est tout seul, c'est quand même un petit peu compliqué de se lancer, même si Christelle, qui est là, qui m'avait branché sur l'affaire, m'avait superbement aidée. Moi, je pense que j'ai fait des bêtises, j'ai pas bien lancé l'affaire, et donc je n'ai pas atteint du tout l'objectif que je m'étais donné. Et donc, c'est ça qui fait que j'ai renoncé. Mais donc, pour éviter de faire une expérience où on n'est pas satisfait, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, c'est pas pour attirer la clientèle, parce que j'en ai pas besoin. Hein. Non, t'es débordée, je le sais. Je pense que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre, quand on veut se lancer dans l'alimentation cétogène et qu'on est vraiment très novice, il faut un petit coaching. Il faut démarrer avec quelqu'un qui vous tienne la main. Parce que comme je vous ai dit, la liste de courses est à revoir. Mais c'est juste une histoire de prendre des bases. Donc, j'avais besoin de le dire quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent tout seuls et souvent, ça crée quelques dégâts. À partir de là, si tu décides de ne pas être coaché, mais que tu veux quelques petits tips comme ça pour te lancer en sécurité, tu pars sur des protéines à chaque repas. C'est-à-dire que ton petit déjeuner, ton déjeuner et ton dîner ne sont pas différents. Le petit déjeuner sucré n'existe pas, le déjeuner sucré n'existe pas, le dîner sucré n'existe pas. Il faut que tu voies chaque repas comme leur alter ego. Et tu dois avoir une source de protéines dans ton assiette
des œufs, du poisson, de la viande, l'un ou l'autre, comme on disait tout à l'heure, pas de viande, et ben du poisson. Tu vas avoir une source de matière grasse. Cette source de matière grasse, je te la conseille à un minimum de 20 grammes. Donc, j'ai un morceau de viande, j'ai 20 grammes de beurre et j'ai un point de légumes. Et j'ai du sel. Tu as une assiette cétogène. Avec ça, tu ne peux pas te tromper. Et si tu as encore faim à la fin de ton repas, tu peux reprendre un peu de protéines, mais en rajoutant du beurre avec. Ou alors, tu peux simplement rajouter du beurre. C'est-à-dire que le levier de satiété, c'est ta matière grasse. Donc, c'est assez simple. C'est 3 repas de protéines, de graisse et d'un point de légumes. Pour moi, si tu es novice et tu ne te sens pas en confiance, tu dois aller consulter. Tu dois te faire aider. Tu ne peux pas te lancer à l'aveugle parce que tout le monde va te dire que tu te mets en danger à manger trop de graisse. Ton entourage va t'effrayer. C'est normal, ils n'ont pas l'habitude. Eh ben, super, Salomé, c'était passionnant, hein. Est-ce que il y a quelque chose sur ta biographie, sur toi, que tu as envie de dire et que je t'ai pas amené à dire là dans notre conversation de ce soir? Alors, si vous désirez mieux comprendre l'anorexie parce que vous l'avez connue, parce que vous avez des proches qui l'ont connue, parce que vous avez des amis qui subissent ça de leurs enfants, j'ai écrit un livre qui s'appelle Keto, mon amour, où j'y parle pas beaucoup de cétogène. C'est pas un livre sur cétogène, c'est un livre sur mon rapport à mon anorexie, mon histoire avec mon anorexie et comment je m'en suis sortie grâce à cétogène. Donc ça peut aider certaines personnes de lire ce livre. On s'en sort. Et ce qui est de l'alimentation cétogène, c'est pas un régime, c'est un mode de vie, il est sain, mais tout le monde vous dira de l'éviter parce qu'il est riche en graisse et donc il ne colle pas aux attentes de notre société. Mais quoi que vous fassiez dans votre vie, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel, lancez-vous des défis, faites l'expérience d'eux et décidez a posteriori si vous persévérez ou si vous arrêtez. Vous ne vous mettrez jamais en danger si vous restez à l'écoute. Si vous souffrez, vous stoppez, vous changez. Et c'est ça, en fait, le message, c'est vivez ce corps, expérimentez, et ensuite l'esprit analysera si c'est bon pour soi et si c'est à poursuivre. On a trop tendance à penser que cétogène va nous aider à perdre du poids rapidement. Mais l'alimentation cétogène, c'est une alimentation qui répare. Et pour réparer, elle doit construire. Et construire, ça fait du matériel dans l'organisme. Et donc, ça fait du poids. Donc, on ne se lance pas dans une alimentation cétogène en se disant que la première des choses qu'on va avoir, c'est la perte de poids. Okay. Si on se lance là-dedans, c'est qu'on est profondément convaincu que c'est le chemin de guérison du corps et de l'esprit. Super. Vraiment, Salomé, je suis très contente de cet échange qu'on a eu ce soir parce que c'est tellement… ben voilà, j'ai trouvé ce que j'avais l'intuition de rencontrer en voyant tes vidéos YouTube, je l'ai rencontré dans notre échange et c'est juste génial. Et ça, j'aime bien cette cohérence entre l'image qu'on donne et la réalité de ce qu'on est. Et chez toi, c'est clair que ça, il n'y a pas de différence entre… C'est pas semblant. C'est ça, exactement. Et ça, là-dessus, on se rejoint. Et donc, tu as différents supports, donc Instagram, YouTube, et donc Instagram et livre… YouTube, Salomé Selouk pour les deux. Aussi simple que ça. Vous pouvez venir me voir. J'y suis tous les jours sur les 2 plateformes et mon objectif, c'est de vous donner des clés, de vous donner des pistes. Évidemment que c'est mon travail et que je coach, mais ça, c'est si vous me le faites la demande. Mais je réponds de toute façon à toutes les questions qui me sont posées. Ah bien, je vais afficher ah non, c'est Tococo, c'était très bien. Donc Salomé me fait fondre comme du beurre quand elle sourit. C'est vrai, franchement, il y a quelque chose de tellement beau, c'est tellement magnifique ton être, c'est absolument vrai. Et ça, c'est notre ami Didier Tarte, c'est le médecin avec lequel je vais faire une émission samedi. C'est le médecin qui fait des émissions tous les mois avec moi et qui a adoré ton explication, absolument. Merci Didier. Voilà. Donc, il y a quand même quelques médecins qui sont ouverts à d'autres façons de faire. Hein. Bien sûr, il y en a. Ils sont trop peu nombreux, mais il y en a. Ouais. Et merci à tous les amis qui nous ont suivis. On était jusqu'à 440 ce soir et vous êtes ouais super. C'est vraiment génial. Et je vois que le sujet de l'alimentation est évidemment un sujet qui passionne. Et c'était une manière de l'aborder ce soir avec toi qui était juste splendide parce que c'est très lié à ton histoire et ça, il n'y a pas à dire. Hein. Quand ça parle de nous, ça vibre. Oui. Je te laisse le mot de la fin, Salomé. Merci à tous. Merci d'avoir été ici. Merci d'être des yogis ouverts sur votre corps et votre esprit. Cherchez les alternatives. Ne jamais vous estimer vaincu, ni même vainqueur.
parce que même moi encore aujourd'hui, je sais que je ne sais rien et que tous les jours j'en apprends. Donc merci d'être des moteurs et merci Marie-Odile pour tout ce que tu offres sur ta chaîne.